Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Tout à fait. Fait que la chose numéro un que je retiens, c'est sûr que l'aspect, quand tu parles de bien clarifier ses valeurs puis sa philosophie de coaching, pour moi, ça me parle parce que c'est tout le temps un des premiers travaux que je vais faire avec les entraîneurs de parler de ça. Mais moi, je pense que la recommandation numéro un dans ce que tu nous mentionnais, que des fois, on oublie, c'est d'avoir la conversation franche avec les athlètes. Et ce que tu mentionnais tout à l'heure aussi, c'est d'avoir un langage pour ça, puis d'en parler, puis de le mettre sur la table, puis de faire des check-ins de façon régulière. Puis une conversation franche, ça ne veut pas dire comme de dire je veux que tu me le dises si tu as des problèmes de santé mentale en ce moment, mais c'est aussi d'aller au-devant et d'en parler et de mettre le sujet sur la table des fois. Ça fait que ça devient un peu moins tabou. Puis si les athlètes sentent que c'est moins tabou pour l'entraîneur, bien, ça va probablement faire qu'on va se rendre moins loin, probablement. Puis là, tu me corriges-moi si je me trompe, mais c'est qu'on va se rendre moins loin dans le problème, si on veut, avant que les gens se manifestent, parce qu'ils sentent une ouverture. Alors que si ça reste toujours en arrière-scène, un des problèmes, c'est que là, ben là, es-tu ouvert à en parler? Es-tu pas ouvert à en parler? Est-ce que pour lui, c'est intéressant? Est-ce qu'il valorise ça? Mais si on met ça carte sur table ou noir sur blanc en début d'année, bien, les athlètes sentent que l'entraîneur est déjà éveillé. Puis s'ils sentent que l'entraîneur est déjà éveillé, ils vont avoir plus tendance peut-être à partager certains éléments. Est-ce que c'est un peu ça que tu voulais dire par une conversation franche? Oui. C'est être direct. Être direct. Puis, il y a des exercices qu'on va recommander que les entraîneurs fassent avec leurs athlètes pour justement établir un langage autour de la santé mentale pour que les gens se sentent confortables. Comme un exercice qu'on fait souvent, là, c'est... en anglais, on dit what does mental health and what does mental illness looks like, feels like, and sounds like. OK? Donc tu as une conversation ouverte avec tes athlètes. Selon toi, d'après tes propres expériences ou tes expériences avec d'autres personnes autour de toi, quand tu entends le mot santé mentale ou maladie mentale, parce que les deux sont différents. Il faut différencier ces deux concepts-là. Quand tu entends ces mots-là, là, quand tu vois, tu ressens la maladie mentale ou la santé mentale, qu'est-ce qui te vient en tête? Puis là, il y a tout un genre de brainstorm qui est fait. Puis il y a tellement d'idées qui sont sorties de ça, puis ça te permet de définir les concepts, de vraiment même voir la compréhension des gens, de vraiment cibler des mots-clés que l'équipe va utiliser pour avoir des conversations au niveau de la santé mentale, de la maladie mentale. Puis l'autre chose qu'on recommande, puis on a un outil pour ça, nous, qu'on utilise, c'est de développer un plan au niveau de la santé mentale. Tu peux le faire de façon collective avec l'équipe ou de façon individuelle avec chaque athlète parce que tout le monde a des besoins différents au niveau de la santé mentale, puis même vont vivre ça de façon différente parce que nos signes et symptômes, notre niveau de tolérance pour le stress, par exemple, la pression, la douleur, ça varie d'un individu à l'autre. Fait qu'on a un outil qu'on recommande. Puis là, ça permet à l'entraîneur de vraiment bien connaître chaque athlète, puis d'avoir un plan. Donc, de cette façon-là, l'entraîneur sait très bien comment appuyer l'athlète pour promouvoir et préserver la santé mentale, mais aussi va savoir comment réagir quand il y a peut-être des défis là, qui ressemblent plus à des symptômes de maladie mentale. Puis, je te dirais que les entraîneurs qui ont fait ça avec leur équipe, là, c'est extraordinaire. J'ai des exemples. Puis, encore là, ça met l'équipe vraiment en confiance. Puis, il y a des conversations individuelles, mais aussi d'équipe. Par exemple, moi, je connais un entraîneur, entre autres, là, que lui, là, d'après son expérience, ça fait quoi, là, 30 quelque chose d'années qu'il coach. Il sait là, qu'à chaque année, il va en avoir des athlètes qui vont souffrir. Fait qu'il ne cache pas ça. Il va dire, regardez, là, on est une équipe, on sait les statistiques, là, que 5
environ 5 pas 5 excuse, 20 donc 5 sur 20. Mettons, on a une équipe de 20 personnes. Il y en a peut-être 4-5 de nous là, qui allons avoir des enjeux cette année-là. Ça, c'est les statistiques. Donc, on ne se le cache pas, on va l'anticiper, on va être prêt. Puis, voici ce qu'on va faire quand ces gens-là vont avoir des défis. C'est comme ça qu'on va réagir. C'est comme ça qu'on va les appuyer. Puis ça fait partie du plan. Puis, tu sais, les athlètes n'ont pas peur. Puis, ils savent, ils se sentent vraiment respectés comme êtres humains. Parce qu'ils se disent, OK, garde, là, si je passe une période vulnérable, vraiment difficile, je le sais que mon entraîneur va être là, je le sais que mes coéquipières vont être là, puis je ne serai pas jugée là, de façon négative. Puis ça revient à un point que je pense que tu as soulevé de façon indirecte plusieurs fois déjà depuis le début de la conversation, c'est l'importance de travailler en amont. Donc, de ne pas attendre que les problèmes se manifestent, de ne pas attendre qu'on soit confronté à une situation difficile, mais vraiment d'avoir préparé d'avance un petit peu un plan, une approche, d'avoir conscientisé que le jour où il y a quelque chose qui se manifeste, bien, déjà, les gens vont se sentir plus en sécurité ou vont se sentir plus soutenus, pour utiliser le bon terme, dans le sens qu'ils vont savoir que il est prêt, il est ouvert à ça déjà au départ. Donc, ça, moi, c'est vraiment ce que j'entends, c'est de l'importance de travailler en amont dans tout ça. Oui. Être proactif, définitivement, c'est l'approche définitivement préconisée, là, favorable. J'ai des exemples d'équipes où est-ce qui malheureusement n'avaient pas fait ce travail-là. Puis quand il y a eu peut-être, je te dirais, j'utiliserais le mot crise, il y a eu une crise au niveau d'un athlète. Puis là, les gens n'ont pas bien réagi. Puis ça a causé tellement de problèmes. Ça a causé des problèmes pour la personne qui était malade, mais aussi pour toute l'équipe, parce que l'équipe ne savait pas comment... On en parle-tu, on n'en parle-tu pas? Dans ce cas-ci, la personne n'a pas eu la permission d'aller à un tournoi pour faire la compétition, puis ça a causé, puis les gens ils savaient plus quoi dire, où se lancer. Ça a causé, je te dirais même, des problèmes à un niveau plus élevé, parce que là, il y a eu des plaintes qui ont été faites parce qu'ils ont dit que la situation avait été mal gérée, qu'il y a eu des abus au niveau de la confidentialité. Fait que pour ça, là, je te dirais que le plus que les gens vont investir à l'avance du temps, de l'effort dans des plans qui sont très ouverts, là, les plans sont clairs. Puis un plan pour une crise aussi, là, parce que ça se peut que ça se produise. Puis en parlant de statistiques, dans ma recherche un peu pré-entrevue,